Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022 avec que des bonnes choses et un virus qui disparaisse au plus vite. Ce soir, nous allons parler des douleurs persistantes avec la spondyloarthrite et nous allons accueillir le professeur Pascal Vergnesal en service de rhumatologie du CHU de Limoges. Pour poser vos questions, vous avez sur votre droite pour poser la question au niveau du chat et nous répondrons à vos questions en fin de conférence de Madame Vergnesal. Je vous remercie. Merci Madame Vergnesal de vous être rendue disponible pour cette conférence et je souhaite à tout le monde une bonne conférence. Merci, merci beaucoup. Excusez-moi. Voilà. Merci à vous, merci à l'association de m'avoir invité ce soir pour parler des douleurs persistantes dans la spondyloarthrite. Donc, moi aussi, je souhaite vous adresser tous mes meilleurs vœux pour 2022 et surtout des vœux de santé, bien sûr, probablement les choses les plus importantes pour vous. Et la disparition du virus, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ça serait vraiment magnifique qu'on puisse un jour prochainement refaire une interaction et qu'on n'ait plus besoin de parler de ce Covid-19. Voilà. Donc, on va aborder ensemble les douleurs persistantes dans la spondylarthrite. C'est un thème assez complexe que je vais essayer de vous transmettre et de vous donner des informations sur ces sujets-là. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Hein, c'est toujours les choses qu'il faut montrer, les relations qu'on peut avoir avec les laboratoires pharmaceutiques. Alors, la spondylarthrite, vous voyez le titre, hein, douleur au centre des symptômes, évidemment, hein, c'est peut-être qu'on pourrait presque résumer à 80% la spondylarthrite par la douleur, pas tout à fait, mais enfin, c'est tout de même un signe d'appel qui est constant dans cette maladie. Et qui reste à analyser avec précision pour le reconnaître et puis pour faire le diagnostic au début de la maladie. Hein. Donc, en début de maladie, on a des douleurs qui sont classiquement de caractère inflammatoire, notamment des douleurs rachidiennes, donc le dos, mais aussi les enthèses, donc tout ce qui est les attaches des ligaments et des tendons, et donc des douleurs qui vont être prédominantes la nuit, surtout en fin de nuit, qui vont réveiller tôt, qui vont être responsables aussi d'une grande raideur le matin, qui va pouvoir même durer toute la matinée. Donc c'est quand même la douleur quelque chose, un symptôme très important dans cette maladie. Ce n'est pas que ça, c'est aussi un élément qui va intervenir dans l'évaluation de l'activité de votre maladie. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les scores d'activité de la spondylarthrite, par exemple le score BASDAI, le score ASDAS. Tous ces scores-là, ce sont des scores que vos rhumatologues respectifs vont calculer pour avoir une évaluation assez globale de l'activité de la maladie. Et dans ces scores, il est inclus, bien sûr, une évaluation des douleurs. Alors évidemment, il y a un impact direct de l'évaluation de la douleur sur les scores et donc sur la prise en charge de la maladie. Et les critères seront aussi utilisés dans l'évaluation de la réponse au traitement. Et donc, si la douleur elle a autant d'impact sur les scores d'activité, elle a aussi un impact très important sur les traitements et sur les modifications de traitement. Et c'est bien pour ça que parfois, si cette douleur elle est mal analysée, mal interprétée, eh bien, ça peut conduire à des choix thérapeutiques pas toujours favorables, pas toujours adaptés à la situation clinique. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, les douleurs et rhumatismes inflammatoires. Alors, les douleurs liées à l'inflammation, évidemment, on les connaît tous. C'est vraiment ce qui prédomine dans la spondylarthrite. Ce sont la plupart des temps des douleurs qui sont inflammatoires. Mais à côté de ces douleurs inflammatoires, dans les spondyloarthrites, il existe des douleurs qui ne sont pas de caractère inflammatoire. Alors, classiquement, on dit il peut y avoir des douleurs à caractéristiques neuropathiques. Alors, ces douleurs, on va pouvoir les avoir au niveau des articulations, au niveau du dos, mais elles peuvent aussi diffuser
à distance du dos et à distance des articulations. Et elles peuvent être présentes même s'il n'y a plus de signes inflammatoires de la maladie. Et quand je parle de signes inflammatoires, je parle par exemple des données des prises de sang comme la CRP, des données par exemple d'examen IRM qui peuvent montrer l'inflammation, par exemple au sacro-iliaque. Donc on sait qu'on a bien sûr des douleurs inflammatoires dans cette maladie, mais parfois il y a une frange de personnes qui ont des douleurs qui ne sont pas des douleurs inflammatoires. Alors, ces douleurs qui ne sont pas des douleurs liées à l'inflammation, elles vont avoir des caractéristiques particulières. D'abord, ça va être des douleurs très amplifiées. C'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie. Ça va être aussi des douleurs qui vont pouvoir être provoquées par des stimulations qui normalement ne sont pas douloureuses. Le toucher de la peau, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux. Parfois, dans ces situations de douleurs non inflammatoires, eh bien, rien que le toucher va devenir douloureux. Et là, on va parler d'allodynie. Et puis, ça va être des douleurs qui vont avoir changé. Ce n'est pas tout à fait les mêmes descriptifs. C'est des douleurs qui vont ressembler à des brûlures, par exemple. Donc, il faut bien comprendre que dans les spondyloarthrites et globalement dans les rhumatismes inflammatoires, on peut avoir des douleurs inflammatoires, bien sûr, mais on peut parfois aussi avoir des douleurs non inflammatoires. Alors, si on regarde par exemple cette étude qui est en fait extraite d'un registre au Danemark de patients qui ont des rhumatismes inflammatoires. Alors, vous voyez, évidemment, il y a des polyarthrites rhumatoïdes, mais il y a aussi des spondyloarthrites et des rhumatismes psoriasiques. Eh bien, on se rend compte que dans cette population de patients, alors qu'ils sont traités de façon assez optimale, il reste encore plus de 50% des patients qui gardent une douleur avec une échelle de douleur à plus de 30 sur 100 ou à plus de 3 sur 10, c'est pareil. Donc, une EVA douleur à plus de 3 sur 10 chez 50% des patients, alors qu'ils ont des traitements tout à fait modernes et adaptés. Et si c'est chez ces patients, on leur fait passer un questionnaire de douleurs qui sont un questionnaire de douleurs non inflammatoires, donc de douleurs avec des caractéristiques neuropathiques, eh bien, on voit que chez ces patients qui ont des scores élevés sur ce questionnaire de douleurs non inflammatoires, plutôt neuropathiques, eh bien, ce sont des patients qui ont une intensité de douleur plus élevée, ils ont une fatigue plus importante, ils ont une santé générale qui est plus altérée. Et pourtant, si on les compare aux patients qui ne remplissent pas ces scores, eh bien, ils ont les mêmes CRP, donc pas la même inflammation dans la prise de sang. Ils n'ont pas plus d'articulations gonflées et ils ont tout autant les mêmes traitements, y compris les biothérapies. Donc, on a bien, vous voyez, ces douleurs qui sont non inflammatoires chez un pourcentage de patients. Alors, qu'est-ce que c'est ces douleurs qui sont persistantes ou on peut dire douleurs résiduelles, donc, ça veut dire des douleurs qui persistent malgré les traitements. Si on prend la perspective du médecin, ce sont des douleurs qui sont présentes malgré des objectifs atteints. Parce que très souvent, votre rhumatologue va vous dire votre score d'activité, finalement, il est pas mal. Votre CRP sur la prise de sang, elle est pas mal. Sur le plan des radios, il n'y a pas d'évolution particulière. Donc voilà, c'est des douleurs qui persistent alors que finalement, les critères du médecin, ils sont assez remplis. Si maintenant on se met dans la perspective du patient, ça reste des douleurs qui ne sont pas acceptables, ça reste une altération dans la capacité de faire les choses de la vie courante, donc une altération fonctionnelle. C'est souvent associé à de la fatigue, à une impression de mauvaise santé, à une insatisfaction. Et donc, les patients qui sont touchés par ces douleurs non inflammatoires sont non satisfaits alors qu'ils ont soi-disant des traitements performants, alors qu'ils ont des bilans biologiques normaux et des radios qui sont correctes, qui ne montrent pas d'évolution de la maladie. Alors, avant d'attaquer un peu les problématiques de ces douleurs résiduelles, je voulais vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est les différents mécanismes de la douleur. Ça, c'est très, très important pour comprendre ce qui peut se passer dans les douleurs persistantes des spondylarthrites. Il faut bien connaître ces mécanismes. Alors, le premier mécanisme de la douleur, ça s'appelle la douleur nociceptive. Cette douleur nociceptive, en fait, elle est liée au fait qu'il y a de l'inflammation qui va stimuler en périphérie
les nerfs qui conduisent la douleur. C'est typiquement la spondylarthrite au début, c'est-à-dire c'est l'inflammation qu'il y a au niveau des tendons, des petits ligaments, au niveau du dos. Cette inflammation va aller stimuler les récepteurs qu'il y a au bout des nerfs et va conduire à la douleur, un message douloureux qui va être conduit jusqu'à la moelle épinière, puis ensuite au cerveau. Donc là, on est dans la douleur nociceptive. À côté de ça, un autre mécanisme de douleur, ce sont les douleurs neuropathiques. Alors là, les spondylarthrites sont très rarement touchées par des douleurs neuropathiques parce que ça veut dire que ce sont des douleurs qui sont liées carrément à une maladie qui touche les nerfs et dont les nerfs qui vont conduire le message de douleur. Donc là, il faut qu'il y ait une maladie du nerf pour justifier d'une douleur neuropathique. Par exemple, vous pouvez avoir comme maladie qui touche les nerfs, c'est très connu, c'est par exemple le diabète ou alors c'est le zona. Donc ce sont des choses qui vont directement léser les nerfs et entraîner un dysfonctionnement et un message douleur. Et enfin, troisième mécanisme de douleur qui lui a été isolé beaucoup plus récemment, hein, parce que ce dernier mécanisme, on en parle surtout depuis 2016, hein, donc ça veut dire très récent dans l'histoire de la médecine et de la douleur. On s'est rendu compte qu'il peut exister des douleurs alors qu'il n'y avait pas d'inflammation ou de stimulation des nerfs en périphérie, alors qu'il n'y a pas de maladie directement des nerfs qui transmettent la douleur. En fait, ce sont des douleurs, on appelle ça des douleurs nociplastiques, qui sont liées à un dysfonctionnement, une altération de la transmission de la douleur. Donc là, on ne peut pas le voir avec des examens, avec des IRM, avec tout ce que vous voulez. C'est un dysfonctionnement des voies qui conduisent la douleur jusqu'au cerveau. Donc ces trois mécanismes sont importants. Donc dans les spondylarthrites, on peut très bien avoir des douleurs nociceptives, ça c'est clairement bien connu, mais parfois on peut avoir des douleurs nociplastiques qui vont s'installer. En sachant qu'on peut même avoir une association de douleurs nociceptives liées à l'inflammation et de douleurs nociplastiques par dysfonctionnement des voies de la douleur. Bon, là, c'est un petit peu une diapo qui va répéter, hein. Donc, les douleurs nociplastiques, il faut bien comprendre que c'est une altération de l'intégration de la douleur. On parle aussi parfois de sensibilisation centrale. Vous verrez peut-être ça dans certains articles. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une réponse exagérée des neurones qui interviennent dans la transmission de la douleur et ça envoie des messages douloureux très importants jusqu'au cerveau, alors même que finalement, au niveau du rachis, au niveau des articulations, il n'y a pas beaucoup d'inflammation, voire plus du tout. Et donc, c'est un système qui s'emballe, un système de transmission de la douleur qui s'emballe. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces douleurs nociplastiques, elles n'ont quand même pas du tout les mêmes caractéristiques cliniques que les douleurs nociceptives liées à l'inflammation, mais par contre, elles sont très proches des douleurs neuropathiques. Donc, on va retrouver des brûlures, on va retrouver des douleurs très exagérées, enfin amplifiées, on va retrouver des douleurs provoquées par des stimulations comme le toucher, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, on a des caractéristiques assez particulières. Là, c'est un petit schéma, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ma flèche, j'espère, qui montre un petit peu la complexité des voies de la douleur. Là, vous imaginez qu'on est vraiment en périphérie au niveau par exemple, du dos. Là, ici, c'est le nerf et donc on a donc ces fibres-là nerveuses très spécialisées dans la conduction de la douleur qui vont aller rejoindre la moelle. Ici, on est dans la moelle. Il va y avoir là un relais avec un autre neurone qui va remonter dans la moelle jusque dans le cerveau, notamment dans ce centre-là qui est très important pour analyser la douleur, qui est le thalamus. Et puis après, il va y avoir des projections pour dire au cerveau où est-ce qu'on a mal, de quel type est la douleur, mais il y a aussi des projections vers des zones cérébrales qui sont plus dans le caractère émotionnel liées à la douleur. Et à côté de ça, vous voyez, il y a des espèces de
fibres nerveuses qui redescendent du cerveau vers la moelle, qui, eux, sont très importants parce que ce sont des mécanismes de contrôle de la douleur, donc qui vont avoir pour travail, pour mission, d'essayer de bloquer la transmission de la douleur au niveau de la moelle. Et donc, il faut que tout ce circuit fonctionne très bien pour que les choses se passent bien. Mais parfois, tout ça, ça ne fonctionne pas très bien. Et c'est là qu'on va retrouver les problématiques des douleurs nociplastiques, donc avec un dysfonctionnement de ces voies de la douleur. Alors, c'est un chemin un petit peu compliqué. Je vous resitue là, ce sont les fibres nerveuses qui viennent, par exemple, du dos et qui vont arriver ici dans la moelle épinière. Et là, il y a le relais avec le deuxième neurone qui est schématisé par un ovale, là, le deuxième neurone. Qu'est-ce qui se passe dans certaines situations? Pas toujours, hein, pas chez tout le monde, mais dans certaines situations, dans cet espace qu'il y a entre les deux neurones, là où il y a le relais qui se fait pour transmettre le message douloureux, eh bien, il y a une libération d'une grande quantité de molécules très pro-algésiques, donc qui vont transmettre la douleur aux neurones secondaires, mais parfois cette quantité est très importante et elle va pouvoir, ces molécules qui vont se fixer sur le deuxième neurone, vont pouvoir modifier complètement le fonctionnement de ce deuxième neurone. Il va s'emballer en quelque sorte. Il va s'emballer et il va transmettre énormément de messages douloureux et il va devenir autonome. Et donc ça, c'est très embêtant parce que s'il n'y a plus d'inflammation au niveau du rachis, parce qu'on a mis des anti-inflammatoires ou d'autres traitements, des biothérapies, bah, il n'y aura plus de messages douloureux qui arrivent dans les fibres périphériques. Mais par contre, ce neurone dans la moelle, eh ben, il va y continuer à hyper fonctionner et à envoyer des messages douloureux. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des douleurs exagérées, des douleurs provoquées par des stimulations qui normalement ne devraient pas être douloureuses. Ce qu'on a pu montrer aussi, ça va encore plus loin, c'est que dans certains modèles animaux, on n'a pas pu le démontrer encore chez l'homme, mais dans certains modèles animaux de douleur, on a tout ça hein, dans la recherche, c'est que au niveau de la moelle, il y a le neurone périphérique, le deuxième, qui va devenir hyper excitable, qui va envoyer beaucoup de messages douloureux, mais il y a d'autres cellules, et notamment cette cellule-là qui apparaît en orange, la microglie, qui, elle, est une cellule immunitaire, et vous voyez qu'elle va intervenir dans ces phénomènes d'hypersensibilité du deuxième neurone, et on sait que ces cellules, la microglie, ces cellules immunitaires, elles vont communiquer notamment par l'intermédiaire de cytokines. Hein, donc, vous avez entendu parler des anti-TNF. Donc, le TNF, c'est une molécule de l'inflammation. Donc, elles vont communiquer, ces cellules-là, elles vont s'emballer aussi, vont communiquer avec le neurone secondaire. Elles vont aggraver encore l'hypersensibilité de ce neurone secondaire. Et elles vont aussi avoir un impact sur ces fameux neurones qui descendent du cerveau et qui essayent de contrôler la douleur. Donc, là, on a un neurone qui transmet les douleurs dans la moelle qui va hyper fonctionner de façon autonome et des contrôles, notamment des contrôles de la douleur qui vont moins bien marcher. Donc tout ce système va s'emballer et malgré tout, on peut très bien ne plus avoir beaucoup d'inflammation en périphérie et les douleurs vont quand même persister. Alors c'est pas très facile comme concept à comprendre, mais ceci va expliquer probablement en grosse partie les douleurs persistantes dans la spondyloarthrite. Alors, comme je vous disais, ces douleurs persistantes, ces douleurs qu'on peut qualifier de nociplastiques, elles ne sont pas du tout pareilles, elles sont diffusées d'abord. On voit très bien, les patients le disent, c'est une douleur qui va un peu partout, qui gagne en taches d'huile. Il y a ces douleurs donc exagérées, provoquées par le simple toucher, et on voit qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent, c'est qu'il y a beaucoup d'autres signes qui vont s'associer. En médecine, on parle de comorbidité. Ça va être par exemple de la fatigue, une fatigue encore plus importante. Des troubles cognitifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, mais aussi des troubles du sommeil. Parfois même, on peut avoir des troubles anxieux ou dépressifs et des douleurs qui vont être encore plus déclenchées par les stresseurs de la vie quotidienne. Tout ce qu'on peut rencontrer qui stresse dans la vie, et le Covid est un bon stresseur aussi.
Et donc, en fait, je voulais vous expliquer ce concept. Tous les patients qui ont des douleurs chroniques ont à un petit degré des douleurs nociplastiques. Et ces douleurs nociplastiques, quand elles sont très importantes, eh bien, on va pouvoir à ce moment-là remplir les critères de fibromyalgie et de fibromyalgie associée à la spondylarthrite. En effet, si on regarde ce schéma, vous voyez ici, il y a une barre noire. Ça représente un score qui reprend le score de douleur généralisée et de symptômes associés dans la fibromyalgie. Alors, c'est vrai qu'on parle de fibromyalgie quand le score il est au-dessus de 12. Mais on peut très bien avoir des douleurs nociplastiques sans remplir complètement les critères de fibromyalgie, et ça veut dire qu'on se situe sur cette barre-là. Hein. Ça veut dire donc qu'on a quand même un certain degré de douleur généralisée, un certain degré de symptômes associés à la douleur, la fatigue, etc. On n'est pas complètement dans le diagnostic de fibromyalgie, mais on fait partie quand même de ces douleurs nociplastiques. Et dans la vie, la spondylarthrite, parfois il y aura 0 douleur nociplastique associée. Hein. Il y aura peut-être des douleurs inflammatoires qui ont été traitées qui ont été nettoyées par les traitements. Et puis, il y aura des périodes où il y aura plus de douleurs nociplastiques, où certains patients n'en auront pas du tout. Ça, par contre, on n'a pas d'explication. On ne sait pas encore exactement comment ces douleurs nociplastiques vont s'installer, notamment dans les rhumatismes inflammatoires. Alors, c'est vrai que ces douleurs nociplastiques, elles s'associent parfois à d'autres signes, d'autres symptômes. Je vous ai parlé tout à l'heure de fatigue, de troubles cognitifs, mais aussi de troubles dépressifs. Et c'est vrai qu'il faut quand même voir, si l'on regarde dans la littérature, on a quand même 15% des patients spondylarthrites qui ont une vraie dépression modérée à sévère. Ça, c'est des données, hein, qu'il y ait ou pas douleur nociplastique. D'ailleurs, hein, les études qui ont été faites, elles ont été faites indépendamment. Hein. On connaît les facteurs de risque de dépression, qui sont les événements de vie stressants, l'activité de la spondylarthrite elle-même, hein, même l'inflammation, quand elle est importante, c'est un facteur de risque de dépression. La fatigue, les troubles du sommeil aussi sont des facteurs de risque. Et on sait aussi dans la spondylarthrite que la dépression est associée à une augmentation des douleurs. Donc tout ça pour vous montrer que c'est pas simple, parce que on a des douleurs inflammatoires, on peut avoir des douleurs nociplastiques avec des symptômes associés, fatigue, déprime, mais on peut aussi avoir une spondylarthrite avec une dépression liée à X ou Y raison qui va augmenter et amplifier les douleurs. Donc tout ça se chevauche et c'est très compliqué, si vous voulez, de défaire la pelote de laine en quelque sorte. En tout cas, on sait qu'un patient qui a une spondylarthrite et qui a une dépression, il a des critères d'activité plus élevés, il adhère moins au traitement en général, il a une bien moins bonne réponse aux biothérapies. Ce qu'on peut voir aussi, et ça c'est une étude très très récente, hein, parce que ça c'est des notions assez récentes, c'est des études qui ont été présentées au Congrès européen là, cette année, en 2021. Donc ça c'est des études françaises qui ont été faites sur 2 centres en France, qui ont regardé dans les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique. Donc, ils ont regardé, bien sûr, les caractéristiques de leur rhumatisme, hein, mais ils ont regardé aussi des scores de qualité de vie, les scores d'anxiété, de dépression, et ils ont regardé s'il n'y avait pas une fibromyalgie aussi. Ils ont regardé aussi s'il n'y avait pas des troubles du sommeil, et surtout, ils ont étudié quelque chose qui est important et qui s'appelle le catastrophisme. Alors, comment vous expliquer le catastrophisme? Le catastrophisme, c'est caractérisé par une vision très négative de la maladie, de l'avenir avec la maladie. C'est caractérisé par des ruminations et un sentiment d'impuissance vis-à-vis de la maladie. Et en fait, on se rend compte que presque la moitié des patients, quel que soit le rhumatisme, avaient quand même des scores de catastrophisme élevés. Et ça, ce sont des notions récentes, ce sont des études qui ont été faites récemment. Alors, quelle est la prévalence, hein, donc quelle est la fréquence des douleurs nociplastiques dans les rhumatismes inflammatoires? Alors, suivant les outils qu'on utilise hein, pour les détecter, si par exemple on utilise un outil qui est plutôt destiné à chercher les douleurs neuropathiques, mais comme les caractéristiques sont très proches des douleurs
nociplastique, les résultats sont quand même intéressants. On voit quand même que dans la polyarthrite rhumatoïde, on a 20% des patients qui ont des douleurs de ce type. Dans la spondylarthrite, c'est pratiquement la même chose, 20%, même un peu plus dans le rhumatisme psoriasique. Donc, on voit que ça représente quand même presque, oui, un patient sur 5 qui garde des douleurs qui ne sont pas des douleurs inflammatoires. Si on regarde maintenant le pourcentage de patients chez qui il y a une fibromyalgie carrément associée au rhumatisme inflammatoire, eh bien, on est de l'ordre de 20% dans la polyarthrite rhumatoïde et de 16 à 18% dans les spondyloarthrites. Alors, quelles sont les conséquences de ces douleurs persistantes, douleurs nociplastiques sur l'évaluation du rhumatisme? Alors, la douleur, bien sûr, je le répète encore, c'est le symptôme numéro 1 des patients qui ont des spondyloarthrites, mais on sait aussi que c'est le déterminant principal qui va vous influencer quand on vous demande d'évaluer globalement votre maladie. Quand on vous dit comment vous situeriez l'évaluation de votre maladie globalement entre 0 et 10, le déterminant le plus important, ça va être la douleur. Et évidemment, cette douleur, elle va beaucoup influencer tous les scores d'activité dont je vous ai parlé. Donc, il va y avoir des conséquences. Si vous avez des douleurs nociplastiques ou carrément une fibromyalgie associée à la spondyloarthrite, eh bien, on le sait, les études l'ont montré, vous allez avoir des scores d'activité plus élevés. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les EVA douleurs plus importantes, l'évaluation globale de la maladie plus importante. Et on sait chez ces patients qui ont des fibromyalgies associées aux spondylarthrite qu'on a aussi plus d'atteintes de type anthésite, donc des douleurs à l'insertion des tendons. On sait qu'il y a aussi une altération de la qualité de vie qui est bien plus importante chez ces patients qui ont une spondylarthrite associée à une fibromyalgie. Et ils ont aussi une altération plus importante du sommeil. Ça, clairement, c'est connu. Quelles conséquences sur le traitement? Eh bien, chez les patients qui ont une fibromyalgie associée à une spondylarthrite, là aussi, on a des données. Les études montrent qu'il y a une moins bonne réponse aux biothérapies anti-TNF. Il y a aussi une diminution du maintien thérapeutique des biothérapies. Ça, c'est aussi clair. Et d'ailleurs, vous voyez, ce petit schéma vous montre bien. Alors, en orange, ce sont les patients qui ont des spondyloarthrites avec fibromyalgie. En bleu, ce sont les patients qui ont des spondyloarthrites sans fibromyalgie. Et la ligne représente en fait le maintien du premier traitement anti-TNF, donc de la première biothérapie anti-TNF. On voit que clairement, les patients qui ont des fibromyalgies, eh bien, ils maintiennent moins longtemps leur premier anti-TNF, puisque vous voyez qu'à chaque fois que la barre descend, eh bien, c'est qu'il y a des traitements qui sont arrêtés. Voilà. Donc, il y a quand même des conséquences de ces douleurs non inflammatoires, nociplastiques, voire fibromyalgie, dans le maintien des traitements, dans la réponse au traitement. Alors, comment on peut détecter ces douleurs non inflammatoires, ces douleurs nociplastiques? Eh bien, on n'a pas d'outils validés complètement dans les rhumatismes inflammatoires. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser par exemple le questionnaire FIRST, qui est un questionnaire de détection de fibromyalgie. Ou alors, on va utiliser des questionnaires qui détectent les douleurs neuropathiques, mais là, vraiment, on n'est quand même pas, on n'a pas des questionnaires d'une très grande sensibilité. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a quelque chose de très intéressant qui a été validé, ça s'appelle le questionnaire RAID. En fait, c'est un questionnaire qui évalue les critères patients. Donc la douleur, la fatigue, le sommeil. Alors ça n'a pas été validé dans les spondyloarthrites, mais c'est quand même quelque chose qui devrait se faire et qui est, à mon avis, très intéressant. Et enfin, on peut aussi s'aider d'un questionnaire qui s'appelle le questionnaire HAD, anxiété-dépression, qui permet d'évaluer aussi est-ce qu'il y a des éléments anxieux associés ou pas à ces douleurs non inflammatoires. Alors voici le questionnaire FIRST, c'est très facile, un questionnaire FIRST pour détecter la fibromyalgie, c'est des simples questions. Quand le patient répond oui à au moins 5 des questions sur les 6, eh bien, on considère qu'il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait une fibromyalgie.
Ça, c'est juste pour vous montrer le questionnaire RED, donc un questionnaire de critères patients, mais là, validé dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, vous voyez, on demande aux patients d'évaluer sa douleur entre 0 et 10, sa déficience fonctionnelle, c'est-à-dire son incapacité à faire des choses de la vie courante, d'évaluer sa fatigue, son sommeil, son bien-être physique, mais aussi d'évaluer le bien-être émotionnel et évaluer également l'adaptation, comment on s'adapte à la vie de tous les jours avec sa douleur et avec sa maladie. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous expliquer que dans la spondylarthrite, on a bien sûr des douleurs inflammatoires liées à l'inflammation qu'il y a sur ces tendons, ces ligaments, au niveau du dos, des articulations, etc. Mais il existe aussi des douleurs non inflammatoires et malgré des traitements anti-inflammatoires puissants comme les biothérapies, eh bien, parfois, il persiste des douleurs qui sont la plupart du temps des douleurs nociplastiques, non inflammatoires. Alors, quelle stratégie de prise en charge? Là, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de recommandations, on n'a pas d'études spécifiques. À l'heure actuelle, on n'a pas d'études spécifiques de prise en charge antalgique des patients qui ont des douleurs nociplastiques dans les rhumatismes inflammatoires. De ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de voir quelles sont les recommandations déjà pour la prise en charge de la fibromyalgie. Parce que la fibromyalgie représente un petit peu l'extrême d'une douleur nociplastique, puisque dans cette fibromyalgie, il y a une sensibilisation centrale, il y a un dysfonctionnement des voies de la douleur. Ah, je suis allée trop vite. Donc, dans ces cas-là, on va regarder les recommandations. Donc, les recommandations européennes de prise en charge de la fibromyalgie, elles datent de 2016. Qu'est-ce qu'ils disent en première intention? Éduquer le patient, bien sûr. Informer, expliquer, éduquer le patient. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il arrive? En première intention, c'est l'activité physique avec des exercices individualisés, gradués. En sachant que cette activité physique, elle peut être combinée à d'autres techniques antalgiques comme la balnéothérapie et l'acupuncture. Si ce niveau-là d'intervention n'est pas suffisant, activité physique associée éventuellement à de la balnéo et puis de l'acupuncture, à ce moment-là, on va réévaluer la situation avec le patient et essayer de voir pour un traitement le plus individualisé possible. Alors, voyons ce que donne l'activité physique. Quels sont les effets de l'activité physique dans la spondyloarthrite? Donc maintenant, on dispose de beaucoup d'études. Alors là, il s'agit d'études spécifiquement sur la spondyloarthrite, pas uniquement sur la douleur, évidemment. Beaucoup d'études ont permis de montrer que l'activité physique dans la spondyloarthrite améliore la fonction respiratoire. Il y a une amélioration du risque cardiovasculaire, hein, évidemment, hein, ça, quelle que soit la maladie. Ça permet aussi de lutter contre l'ostéoporose. On sait que dans la spondyloarthrite, on fait plus facilement de l'ostéoporose. Ça permet d'améliorer la mobilité du rachis, les amplitudes des articulations, donc la mobilité des articulations. Ça permet probablement, là, il y a un petit point d'interrogation parce que le niveau de preuve n'est pas aussi évident que pour les autres données, mais probablement il y a une amélioration sur l'inflammation. Il y a aussi une amélioration de la qualité de vie et du bien-être psychologique. Et on lutte aussi contre la sarcopénie. Alors la sarcopénie, c'est en fait, comment expliquer la sarcopénie? C'est une perte des muscles, quoi, une fonte musculaire. Ça, il faut bien comprendre que quand on est douloureux et qu'on a de l'inflammation périphérique, eh bien, on va beaucoup moins bouger. Et quand on bouge beaucoup moins, on se déconditionne physiquement, mais en plus, on perd du muscle. Et donc là, et le muscle, c'est quand même très important pour pouvoir fonctionner. Et effectivement, cette activité physique, bien sûr, va lutter contre cette fonte musculaire, contre cette sarcopénie qui est amplifiée en plus par l'inflammation. Alors, si on regarde maintenant quels sont les effets de l'activité physique sur la fibromyalgie, là, on dispose aussi de nombreuses études dans la fibromyalgie sur l'activité physique. Ce sont des études quand même qui sont apparues toutes ces dernières années, ces 5, 6, 7 dernières années, et qui montrent clairement que dans la fibromyalgie, donc qui est le modèle de douleur nociplastique importante,
on diminue la douleur avec l'activité physique, on améliore le sommeil, on diminue les éléments d'anxiété et de dépression également. On améliore aussi les éléments cognitifs, notamment tous ces éléments que je vous parlais de troubles de mémoire, de concentration, mais aussi, je vous ai parlé de catastrophisme tout à l'heure, et on améliore le bien-être. Donc, on a réellement la démonstration répétée dans plusieurs études de l'effet vraiment bénéfique d'une activité physique régulière, bien entendu adaptée. Alors, que proposer en deuxième intention? Eh bien, en deuxième intention, qu'est-ce que proposent les recommandations européennes dans la fibromyalgie? Des techniques antalgiques non médicamenteuses. Donc, vous voyez déjà que les médicaments, ils arriveront plutôt en dernière intention. Donc là, on reste sur des techniques antalgiques non médicamenteuses. Celles qui sont validées dans la fibromyalgie, ce sont les techniques psychocorporelles, notamment la relaxation. Les thérapies cognitives et comportementales, donc qui vont être vraiment adaptées lorsque l'on a des éléments cognitifs dans sa douleur, des troubles cognitifs, mais aussi des techniques psychocorporelles qui contiennent également de l'activité physique, comme le Qigong, le yoga et le tai chi. Donc ce sont des techniques antalgiques très intéressantes qui sont vraiment à la fois corporelles et qui ont aussi un impact sur l'amélioration de la gestion de la douleur au quotidien. Et enfin, le mindfulness, en fait, il s'agit de la méditation pleine conscience. Alors, pourquoi ces techniques sont recommandées? C'est parce qu'elles ont fait l'objet d'études dans la fibromyalgie avec des résultats intéressants. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile avec les études de démontrer l'efficacité d'une technique antalgique parce que, évidemment, vous n'avez pas de versant placebo, hein, il n'y a pas de groupe placebo. Hein. Simplement, on fait des études où il y a un groupe de patients qui fait la technique et un groupe de patients qui a des soins usuels, habituels et qui ne font pas ces techniques-là. Et on compare donc l'évolution de ces deux groupes. Les traitements médicamenteux dans la fibromyalgie, en tout cas, ils viennent vraiment en dernière intention. Évidemment, dans certaines situations où on n'arrive pas à gérer la douleur, qu'en plus il y a des conséquences sur l'humeur, sur l'anxiété, que le catastrophisme est vraiment très important, qu'il y a des gros problèmes d'adaptation à la vie quotidienne, parfois on peut proposer bien sûr des thérapies cognitives et comportementales, mais parfois il faudra également avoir une psychothérapie auprès d'un psychologue et parfois des médicaments, mais vraiment qui arrivent en dernière intention et vraiment sur des patients ciblés. Pour les douleurs vraiment sévères et les troubles du sommeil, quels sont les médicaments qui pourraient être utilisés? Et là, je répète encore en dernière intention. Eh bien, sur les douleurs sévères, on a des traitements comme la duloxétine, qui est un antidépresseur, mais qui a été développé dans les douleurs chroniques. La prégabaline, qui est un antiépileptique, et là aussi qui est utilisé dans les douleurs chroniques. Et le tramadol, qui est un antalgique opioïde. Dans les troubles sévères du sommeil, on peut utiliser aussi la mitriptyline, qui est un médicament antidépresseur à l'origine, mais qui est utilisé à faible dose, à la fois dans les douleurs et dans les troubles du sommeil. Voilà. Donc, vous voyez que les traitements médicamenteux apparaissent en dernière intention. Pourquoi? Parce que leur efficacité, d'abord, n'est pas exceptionnelle. Et puis, parce qu'il faut bien le dire, il faut l'avouer, ce sont quand même des traitements qui ont beaucoup d'effets indésirables. Alors, il ne faut pas oublier la neurostimulation, parce que la neurostimulation, c'est une technique antalgique qui est intéressante. Elle n'apparaissait pas dans les recommandations en 2016 pour la fibromyalgie parce qu'on n'avait pas assez d'études, mais entre-temps, ça a évolué. Et on sait maintenant que la neurostimulation transcutanée, elle est quand même intéressante dans la fibromyalgie et elle est probablement intéressante dans les douleurs nociplastiques en général. Donc, en fait, le principe, c'est d'avoir un petit appareil qui est relié à des électrodes que l'on va brancher, enfin, les électrodes, on va les coller aux endroits douloureux. Et le principe, comment ça marche? Ça envoie des impulsions électriques qui sont non douloureuses, bien sûr, des impulsions électriques qui vont être captées par les fibres de la douleur et qui vont améliorer le fonctionnement de ces fibres de la douleur et qui vont aussi entraîner la libération dans la moelle
d'opioïdes, donc de morphine naturelle, d'opioïdes endogènes. Donc la neurostimulation, ça fonctionne comme ça. Et puis il y a de nouvelles techniques qui sont apparues, ça s'appelle la stimulation du nerf vague. Donc c'est une petite électrode par contre que l'on met dans le pavillon de l'oreille, qui est utilisée dans la fibromyalgie, qui a montré son efficacité et qui est en cours d'études dans les rhumatismes inflammatoires parce que dans la polyarthrite rhumatoïde notamment, on a pu voir qu'on pouvait diminuer les douleurs et probablement aussi diminuer l'inflammation. Ah, et puis il fallait parler du cannabis parce que c'est très à la mode et vous savez, vous en entendez parler, vous avez certainement des questionnements sur le cannabis et le cannabis thérapeutique. Alors, je vous ai mis ce tableau pour vous montrer la complexité des choses parce que y a un gros problème de terminologie. Le cannabis, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a énormément de choses différentes. Le cannabis plante, donc là où c'est la plante entière ou des parties de la plante comme les bourgeons, la résine, les feuilles. Donc ça, c'est par exemple le cannabis sativa, le hashish, la marijuana. Il y a le cannabis médical qui fait référence à l'utilisation de la plante marijuana entière et non transformée ou alors à des extraits de cette plante. Et il y a les cannabinoïdes. Alors là, les cannabinoïdes, c'est autre chose. Ce sont des produits synthétiques, ce sont des produits qui contiennent un composé unique. Hein. Donc, si on compare au cannabis médical et cannabis plante qui contiennent des dizaines de composés, les cannabinoïdes, non, c'est un seul composé que l'on peut définir chimiquement et qui est synthétique ou semi-synthétique ou végétal naturel. Et vous voyez que là, on va retrouver ce dont vous avez dû entendre parler, le THC, le CBD, les huiles de cannabis qui sont en vente un petit peu partout et qui contiennent des faibles doses de CBD. Il y a les médicaments dérivés du cannabis aussi. Donc là, vous voyez les médicaments apparaître, le dronabinol, la nabilone, nabiximol, etc., qui contiennent soit parfois que du THC, parfois du THC et du CBD. Voilà, donc c'est quand même très complexe. Après, il y a les endocannabinoïdes. Alors ça, c'est des choses que l'on a dans notre corps. Hein. Ce sont des molécules qui vont aller se fixer sur les récepteurs cannabinoïdes qui sont dans notre corps naturellement. Et il y a des développements de médicaments qui sont des agonistes, qui vont aller se fixer sur les récepteurs cannabinoïdes et faire le même effet qu'un cannabinoïde. Et il se développe maintenant des inhibiteurs d'enzymes qui catabolisent les cannabinoïdes. En gros, ce sont des médicaments qui vont empêcher la destruction des cannabinoïdes endogènes, donc on a dans notre propre corps. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est complexe. Dans chaque chose, il faut bien savoir ce que ça contient parce que là, c'est très, très, très compliqué. Alors moi, je vais juste vous montrer une diapositive sur quels sont les résultats, quelles sont les données actuelles sur le cannabis et les douleurs ostéo-articulaires, c'est-à-dire les douleurs qu'on a en rhumatologie. Si on regarde les modèles animaux, alors vous savez toujours en médecine, les études elles sont faites d'abord sur des modèles animaux. Donc si on regarde les modèles animaux, eh bien on a des effets surtout sur les douleurs, mais les douleurs de type neuropathique. Donc chez les animaux chez qui on crée une maladie des nerfs. Alors, en général, pour créer une maladie du nerf d'un animal, c'est un peu terrible. En fait, on va ligaturer son nerf sciatique. C'est quand même pas sympa. Bon, mais on a des modèles animaux de douleurs neuropathiques. En gros, le cannabis sur les modèles animaux, ça marche surtout sur les douleurs neuropathiques, beaucoup moins dans les douleurs que l'on crée, les douleurs inflammatoires que l'on va créer chez les animaux. Le CBD, seul, je dis bien seul, il y a eu pas mal d'études de fait. Si on regarde les méta-analyses, donc les méta-analyses, en fait, c'est quoi? C'est une analyse qui est faite, on regroupe toutes les données de plusieurs études, ce qui fait qu'on a les données de nombreux patients, ce qui fait que c'est des données plus solides, quoi. Enfin, plus on a de patients, mieux c'est. Globalement, sur les méta-analyses, il n'y a pas d'effet antalgique. En gros, ce que l'on voit dans ces méta-analyses, c'est surtout un effet anxiolytique et relaxant sur le plan musculaire. Et c'est probablement pour ça que
on a indirectement un effet sur la douleur, c'est-à-dire que l'anxiolyse et l'effet relaxant fait que peut-être la douleur est moins forte. Mais on n'a pas globalement un effet direct antalgique. En tout cas, dans ces méta-analyses qui regroupent de nombreuses études. Concernant maintenant les médicaments à base de cannabis, eh bien, ces médicaments à base de cannabis qui sont commercialisés, en fait, ils sont utilisés en traitement de troisième intention pour les douleurs neuropathiques. Pourquoi on les met en troisième intention? En troisième intention parce que les études sont positives, mais avec une faible preuve d'efficacité. Donc, ça reste donc une troisième intention et ça reste dans les douleurs neuropathiques. Et notamment, les études qui ont montré une efficacité, mais avec faible preuve, ce sont des études qui ont été faites dans les neuropathies du diabète, dans les neuropathies du sida. Voilà. Dans les douleurs ostéo-articulaires, qu'est-ce qu'on a? La lombalgie, on a plusieurs études non significatives, ça veut dire résultats négatifs, pas d'amélioration supérieure par rapport au placebo. Dans la fibromyalgie, on a plusieurs études avec la nabilone qui sont négatives par rapport au placebo. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on a une étude avec un mélange de THC et de CBD qui est négative. Donc ça, ce sont des études versus placebo. C'est théoriquement ce que l'on utilise pour donner l'autorisation d'un médicament. Il faut une étude versus placebo. Alors, si on regarde maintenant les études de cohorte, dans les études de cohorte, c'est des grands nombres de patients, mais il n'y a pas de groupe placebo. Alors, évidemment, on dispose d'études de cohorte du Canada et de l'Australie, puisque le cannabis est légalisé. Donc, on a pu interroger des patients qui avaient des maladies X ou Y et leur demander est-ce que vous consommez du cannabis, par exemple. Et donc, on s'est rendu compte que les patients qui consomment du cannabis récréatif, ils ont une amélioration des douleurs. Donc ça, sur ces cohortes de patients douloureux, il y en a, il y en a certains qui consomment du cannabis et ces patients-là disent que ça améliore leur douleur. Donc, voilà, il y a certainement un petit effet, mais c'est difficile, on ne peut pas conclure sur des études de cohorte quant à l'efficacité parce que effectivement, ça peut avoir un effet placebo. Il faut vraiment des études versus placebo pour démontrer l'efficacité. Et pour l'instant, toutes les études versus placebo qu'on a, en tout cas dans les pathologies que je vous ai décrites là-dessus, sont négatives. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas encore de la recherche. Il y a beaucoup de recherches et notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de médicaments qui seraient des modulateurs des récepteurs cannabinoïdes qui sont en cours et qui pourraient être intéressants. Mais pour le moment, le cannabis, les résultats sont quand même assez décevants, je dirais. Voilà, alors pour finir, je vais conclure. Donc, dans les spondylarthrites, quand on a des douleurs persistantes, que ce soit le médecin ou que ce soit le patient, le rhumatologue par exemple, il faut rester vigilant si le patient décrit des douleurs qui ne sont pas habituelles, en tout cas qui ne ressemblent pas aux douleurs qui existaient au début de la maladie. Surtout si ce sont des douleurs qui s'amplifient beaucoup, des douleurs qui se diffusent, qui vont bien au-delà du rachis lombaire ou des articulations qui étaient atteintes. Donc des douleurs diffusées, des douleurs qui apparaissent alors pour des stimulations faibles, juste le toucher, des patients qui ont des évaluations globales de leur maladie très élevées, alors qu'ils ont peu de signes inflammatoires, c'est-à-dire ils ont peu d'articulations gonflées, pas énormément de raideur le matin, la CRP sur les prises de sang, elle est finalement assez normale. Donc là, il y a un contraste entre une évaluation globale de la maladie augmentée et peu de signes inflammatoires, et ça doit alerter. L'intensité de la douleur très élevée avec une intensité de douleur supérieure à 7, ça peut être aussi un signe d'alarme. La fatigue intense, la présence d'un catastrophisme ou alors de la présence d'autres comorbidités qui n'existaient pas avant, des éléments anxieux, des éléments dépressifs, la consommation de morphine, etc. Donc tous ces éléments-là doivent alerter, doivent faire rechercher une douleur nociplastique
avec donc des évaluations qui ne sont pas habituelles pour le rhumatologue. On peut utiliser le questionnaire FIRST pour la détection de fibromyalgie, un questionnaire DN4 qui permet de détecter plutôt des douleurs neuropathiques, mais quand même, ça nous aide un peu. On peut parfois avoir besoin d'utiliser un questionnaire d'anxiété et de dépression pour essayer d'évaluer et de voir ce qui se passe. Et puis, des nouveaux objectifs thérapeutiques, comme vous avez vu, hein, parce que lorsqu'il y a ces douleurs nociplastiques, on a beau changer de biothérapie, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il faut informer les patients sur les douleurs nociplastiques. C'est ce que j'ai essayé de vous faire. Hein, pardon, j'ai été trop vite. Il faut envisager de l'activité physique et des traitements, des techniques antalgiques plutôt non médicamenteuses. Voilà. Je vais enfin vous laisser la parole. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Vergnessal, pour cet exposé très, très riche en tout. Maintenant, Fabienne, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Alors oui, nous avons une question qui, enfin, je pense que vous y avez plus ou moins répondu, mais peut-on considérer que la douleur fait partie d'une nouvelle maladie? Oui, on peut considérer ça. En fait, c'est une nouvelle maladie en soi parce que, comme vous avez bien compris, elle va pouvoir presque évoluer à son propre compte. Quand il se met en place une espèce qu'on appelle la sensibilisation centrale, la douleur nociplastique, les neurones vont hyper fonctionner, envoyer des messages de douleur pratiquement sans qu'il y ait forcément de l'inflammation au niveau du dos et des articulations. Donc ça va fonctionner de manière un peu autonome. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme si un peu il y avait une espèce de tatouage de mémoire de douleur qui s'inscrivait dans la moelle, mais il faut bien comprendre aussi que cet effet de sensibilisation centrale peut se propager jusqu'au cerveau. Et donc, il va y avoir une espèce d'hyperfonctionnement des centres de la douleur, même dans le cerveau. Et effectivement, c'est presque une maladie en soi de douleur chronique nociplastique. Hein. Parfois, hein, c'est pas dans tous les cas, c'est pas toujours le cas, hein, mais parfois, c'est tout à fait une bonne remarque. C'est pratiquement une autre maladie en soi à prendre en charge un peu différemment. Et ce que j'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais par exemple, vous voyez, prenons le cas de la fibromyalgie parce que c'est là où il y a eu beaucoup d'études. Hein. Je pense que les douleurs nociplastiques associées au rhumatisme inflammatoire vont faire l'objet d'études de plus en plus, mais pour l'instant, c'est bien la fibromyalgie qui a le plus d'études. On a pu montrer qu'il y avait dans la fibromyalgie, sur les IRM fonctionnels, des anomalies, des centres d'analyse de la douleur, des centres d'émotion aussi. Hein. Et par contre, ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que si on fait faire de la méditation, de la relaxation, eh bien, on a un impact sur ces IRM. On a un impact sur le fonctionnement de ces centres de la douleur. Donc, c'est pas juste de vous dire allez vous promener pour faire de la méditation, allez vous occuper ailleurs, pas du tout. Ça a vraiment un impact sur les centres de la douleur et sur le dysfonctionnement que l'on peut observer de ces centres de la douleur. En cas de douleur persistante, ces douleurs peuvent être associées à deux maladies chroniques, dont une non détectée. Non, je ne crois pas. Alors évidemment, il faut faire confiance à votre médecin si vous avez une autre douleur, parce que supposons que vous avez une spondylarthrite, des douleurs persistantes malgré le traitement, s'il y a une autre douleur qui apparaît et qui est en lien avec une autre maladie, il va y avoir des signes. Il va y avoir des signes que votre médecin détectera. Évidemment que si vous avez des douleurs abdominales intenses qui sont récurrentes, on va aller chercher autre chose. Hein, et encore que ça pourrait être
une inflammation de l'intestin. Dans les spondylarthrites, ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir d'autres signes. Le propre de ces douleurs nociplastiques, c'est que vraiment, c'est une maladie en soi de la douleur. C'est-à-dire, ce sont des douleurs persistantes qui ont certes des caractéristiques particulières, qui ont certes des comorbidités, des signes associés, mais on ne peut pas le confondre avec une autre maladie douloureuse. Je ne vois pas, enfin, ce serait vraiment rare et exceptionnel. Parce qu'il y aurait d'autres signes et on l'aurait cherché. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Une question un peu technique. Quelle est la différence entre tramadol et Isalgie? Alors, ce sont des antalgiques opioïdes. Donc, on est bien dans les opioïdes. Hein. Donc, il y a les opioïdes forts, c'est la morphine et les dérivés. Et il y a les opioïdes faibles. Et dans les opioïdes faibles, vous avez le tramadol, la codéine et vous avez l'opium. Donc, dans Isalgie, vous avez une association de doliprane, enfin de paracétamol et d'opium. Le tramadol, il peut être pur ou associé à du doliprane et la codéine est le plus souvent associée à du doliprane. Alors, quelles sont les différences? Ils vont tous agir sur les récepteurs morphiniques, tous, les trois opioïdes faibles. Alors, évidemment, leur action est un peu plus faible que la morphine, mais ils vont tous agir sur les récepteurs opioïdes. Le tramadol, il a en plus une action un petit peu différente parce que le tramadol, il va avoir une double action antalgique parce qu'il va aussi renforcer les contrôles descendants de la douleur, les contrôles inhibiteurs de la douleur dont je vous ai parlé au tout début de mon topo. Mais il faut bien comprendre que ça reste des opioïdes faibles avec les inconvénients des médicaments opioïdes, mais aussi l'efficacité parce que parfois ça peut marcher. Et donc, l'Isalgie, c'est de l'opium associé à du paracétamol, donc du doliprane. C'est un traitement intéressant parce qu'il a peut-être un peu moins d'effets indésirables que les deux autres opioïdes faibles. C'est un traitement que j'utilise régulièrement. Alors, attention, hein, tous ces médicaments ont des risques d'addiction, hein, de dépendance. Hein. Il faut bien aussi l'avoir en tête. Hein. Alors, en cas de douleur nociplastique, peut-il y avoir des douleurs sans raison, donc uniquement sur un mauvais message, ou y a-t-il, alors excusez-moi, ou y a-t-il forcément un lien avec la maladie? Alors, dans ces rhumatismes inflammatoires, on pense que chez certaines personnes, les douleurs inflammatoires, l'inflammation initiale peut déclencher cet emballement des voies de la douleur. Donc, ça part quand même au départ de l'inflammation, hein, d'accord? Pourquoi certaines personnes vont avoir cet emballement? Ça, je ne peux pas vous répondre. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore assez de choses. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de spondylarthrites qui ont des douleurs inflammatoires. Et une fois que l'inflammation est résolue, ils auront moins de douleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont zéro douleur. Ça n'existe pas trop, les zéro douleurs. Mais ils sont bien, quoi. Globalement, ils sont bien. Et puis, chez certaines personnes, eh bien, il va se développer ces douleurs nociplastiques, cette espèce de mémoire de la douleur, d'emballement du système de la douleur. Par contre, on ne peut pas dire quelle est la cause exacte. Hein. Ça, c'est très difficile. Par contre, quand il y a des douleurs uniquement nociplastiques sans aucune inflammation, c'est qu'on a une fibromyalgie isolée, quoi. Hein. Si c'est des douleurs musculo-squelettiques partout, voilà. Là, on parle de fibromyalgie, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, on peut avoir des spondylarthrites isolées, des spondylarthrites avec douleurs nociplastiques, des spondylarthrites avec fibromyalgie et des fibromyalgies isolées. Hein. C'est pour ça, c'est quand même compliqué. Hein. Sous biothérapie et avec des douleurs toujours persistantes, est-ce qu'en cas de changement de biothérapie, est-ce que cela peut avoir un impact sur la douleur? Alors, évidemment,
ça existe, les spondylarthrites, l'inflammation, les douleurs inflammatoires qui répondent pas à une biothérapie. C'est pas fréquent, mais ça existe. Enfin, voilà. Il y a certaines personnes qui vont bien répondre à un anti-TNF, d'autres non. Il y en a qui vont mieux répondre à un anticorps anti-interleukine 17. Voilà, ça existe. Et puis, il peut rester quand même un tout petit peu d'inflammation et le changement de biothérapie va pouvoir améliorer les douleurs. Le problème, c'est quand la douleur nociplastique, elle est très importante, quand elle prend une énorme part. Là, par contre, on a beau changer de biothérapie, on n'aura pas de réponse. Ça ne marchera pas. Voilà. Parce qu'on n'est vraiment pas du tout dans la même chose. La biothérapie, elle va diminuer l'inflammation périphérique au niveau du dos, des articulations, des anthèses, etc. Mais elle ne va pas agir sur les voies nerveuses qui conduisent la douleur dans la moelle et au niveau du système nerveux central. Est-ce que les élongations sont efficaces ou pas avec infiltration? Oui, elles peuvent être efficaces. Alors, c'est pas dans le cadre des douleurs nociplastiques, hein, clairement. Les élongations, elles peuvent être efficaces parce qu'un patient qui a une spondylarthrite, il peut faire une lombalgie et une sciatique comme tout le monde, comme n'importe quel kidam. C'est fréquent la lombalgie classique parce que le disque est un petit peu enflammé, parce que voilà. Donc les élongations et les infiltrations, c'est tout à fait adapté aux patients qui font des lombosciatiques et des lombalgies sans spondylarthrite. Et la spondylarthrite, elle peut faire des lombalgies, des lombosciatiques classiques, courantes. Hein, voilà. Donc oui, ça peut marcher dans certaines situations, ça peut marcher. Si votre médecin rhumatologue, il a l'impression que vous avez une lombosciatique sans vraiment un caractère inflammatoire, en tout cas qui ne ressemble pas aux douleurs de la spondylarthrite habituelle, peut vous proposer ce genre de choses, effectivement. Élongation ou infiltration épidurale. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre l'âge et la douleur? Non. Non. La seule chose qu'on sait, c'est que que la douleur est moins bien évaluée chez les personnes âgées. Ça, c'est clair parce qu'elles l'expriment moins. Les personnes âgées, elles sont souvent douloureuses. Ça fait partie du vieillissement, malheureusement. Elles ont des douleurs importantes qu'elles expriment moins souvent et qu'on évalue beaucoup plus mal. Mais sinon, non. Non, il n'y a pas d'intervention de l'âge par rapport aux douleurs de spondylarthrite ou aux douleurs nociplastiques. Si ce n'est que, évidemment, on peut avoir une spondylarthrite et vieillir, hein, et donc se rajoutent sur la spondylarthrite les douleurs du vieillissement. Ça, voilà, c'est sûr. Le sport adapté, comment réaliser son parcours personnel? Le mieux, c'est quand même de voir avec des professionnels de santé. Vous savez qu'il y a des professionnels de santé, les APA, hein, qui peuvent vous aider. Le kinésithérapeute, tout simplement, ou même vous pouvez voir un peu avec votre rhumatologue. Hein. Votre rhumatologue, il vous connaît bien, il peut vous donner des conseils. Voilà, puis il y a des professeurs d'activité physique adaptée alors, je sais bien, ce n'est pas présent dans toutes les régions, l'accès n'est pas toujours facile partout, mais j'espère que ça va se développer de plus en plus, parce que c'est vraiment un apport important. Nous, par exemple, dans le service, on a réussi à obtenir quelques vacations d'un professeur d'activité physique. Mais bon, voilà, vous savez bien, les hôpitaux, on a de moins en moins de possibilités. Hein, c'est compliqué en ce moment, mais on a un petit peu de quelques vacations, hein, 3 demi-journées de professeurs d'activité physique, mais sinon, je pense qu'il y en a de plus en plus, ça se développe, et je pense que c'est très intéressant, parce qu'au moins pour avoir des conseils. Mais si vous n'avez pas accès à ça, il faut vraiment voir avec ou votre kinésithérapeute ou votre rhumatologue. En cas d'échec des biothérapies, quelles sont les autres alternatives?
Alors, c'est là que c'est très important de bien évaluer la douleur. Vous avez bien compris que les choses sont complexes et que l'évaluation, elle est fondamentale. S'il y a échec de biothérapie, il faut vraiment rechercher des douleurs nociplastiques et voire même une fibromyalgie. Je ne sais pas, hein, chaque personne est différente. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter la biothérapie toujours. Hein. C'est pas... Parfois, il faut quand même la garder. Il y a des situations où il faut garder la biothérapie et il faut mettre à côté, en place, l'activité physique, les techniques antalgiques, voilà, toutes les aides possibles pour améliorer la douleur nociplastique. Mais parfois, il ne faut pas enlever forcément la douleur, la biothérapie, parce qu'elle contrôle quand même l'inflammation et les douleurs inflammatoires. Merci, professeur. Il n'y a plus de questions. Très bien. Merci à vous, en tout cas, pour votre attention. Merci pour votre disponibilité et pour avoir pu répondre à toutes les questions. Merci à tous d'avoir participé encore très nombreux à cette conférence. Prenez soin de vous, faites attention à vous, protégez-vous et n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, vaccinez-vous. Bon courage, au revoir. Au revoir.